Bonsoir chez vous. Merci de nous rejoindre sur Cette économie, l'émission panafricaine des décideurs et dirigeants qui construisent au quotidien l'Afrique de grandes ambitions économiques, l'Afrique qui gagne. Ce soir, nous allons voir combien l'audace d'entreprendre sur le continent est possible, même dans le secteur technologiquement réputé fermé. Devenir chef d'entreprise avec la force du travail peut être source d'épanouissement pour ceux qui entreprennent, source d'emploi pour les populations, source de revenus pour les États, source de développement pour le continent tout entier. Entreprendre pour développer l'Afrique, c'est le thème de ce 7e numéro de Cette économie. Et pour en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Parfait Dufy-Bibang, patron de plusieurs PME, dont la Gabonaise d'énergie qui évolue dans le secteur très sélectif de l'industrie énergétique. Bonsoir M. Bibang. Bonsoir. Au fait, combien d'entreprises avez-vous? Jusque-là, 6. 6 entreprises. 6 entreprises. Dans quel secteur? Dans plusieurs secteurs, 6 entreprises, un peu plus de 1032 personnes employées. Et dans le secteur de la sécurité, de l'énergie, de la construction, du BTP, et également la toute dernière dont on va certainement s'étendre aujourd'hui, qui est la Gabonaise d'énergie, à laquelle on a une usine de fabrication de transformateurs. Nous allons parler tout à l'heure, et justement avec M. Parfait Dufy-Bibang, nous allons analyser comment débuter dans ces secteurs énergétiques en Afrique. Nous allons voir comment lever des fonds sur le continent pour déployer une telle entreprise, une telle PME. Nous allons surtout voir comment décrypter et promouvoir les produits à l'international, parce que M. Parfait Dufy-Bibang a une grande expérience dans le domaine et a reçu plusieurs prix. Encore une bonne fois, bonsoir. Bonsoir. Alors, de formation, M. Parfait Dufy-Bibang, et qui exactement? Oui, ingénieur en production et transport d'énergie. Je suis dans ce secteur depuis plusieurs années. J'ai travaillé à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Du Gabon, et j'ai reçu une bonne formation déjà aussi bien en France que dans d'autres pays. Et je suis rentré dans les mêmes conditions en se disant qu'on ne peut pas tous rester à l'extérieur. Il faudrait bien qu'on rende dans notre pays ce que ce pays a pu nous donner en dehors de la vie. Et c'est cette expertise-là qu'on a voulu bien ramener chez nous. Et je suis resté dans le secteur auquel je suis diplômé, qui est le secteur de l'énergie. Vous pensez que pour développer l'Afrique, il faut que les ressources humaines qui sont un peu partout en Asie, en Europe, puissent revenir sur le continent africain? Absolument, absolument, parce que si ces ressources sont retenues, c'est parce qu'on a constaté que c'est des gens qui ont de la capacité. Et nous, nos États nous ont envoyé faire des études, c'est pour qu'on vienne rendre cela au pays, ce n'était pas pour qu'on aille se faire vendre ailleurs. Je pense que la meilleure solution est d'abord de commencer d'ailleurs chez soi, et lorsqu'on a dépassé en ce moment-là les engagements dont on a signé avant d'obtenir notre bourse, on peut repartir après avoir rendu à l'État ce qu'elle nous a donné. Alors ce soir, nous allons parler de la Gabonaise d'énergie, mais avant, nous allons faire un tour du côté d'Okolassi. Okolassi, c'est à peu près à 28 km de Libreville, c'est cela? Précisément 35 km. 35 km de Libreville. Où sont installés vos l'usine de fabrication, réparation et maintenance de transformateurs. Suivons ce reportage. C'est à Okolassi, bourgade située à une trentaine de kilomètres à l'est de Libreville, que sont implantées les installations de la Gabonaise d'énergie. C'est sur ce site qu'est sortie de terre l'une de toutes premières usines du genre en Afrique centrale. Véritable complexe industriel spécialisé dans la fabrication et la maintenance du principal produit d'appel de cette jeune PME gabonaise. Ici, nous avons le circuit magnétique sur lequel sera fixé les 6 bobines. D'abord les bobines BT et ensuite les bobines MT. Ce circuit magnétique est composé de tôles préalablement découpées et assemblées selon la puissance, calées avec du bois gabonais, le padouk ou le zingo, des bois durs de préférence. Ici, nous avons un circuit magnétique en colonne composé de 2 fenêtres. Le circuit magnétique, c'est le noyau du transformateur. Il permet de déterminer le champ magnétique
sur les bobines de ce transformateur pour déterminer la puissance, la tension d'entrée et la tension de sortie de ce transformateur. Le transformateur est composé de 6 bobines, 3 bobines MT et 2 bobines BT. Les bobines BT sont fabriquées à base du cuivre méplat, enroulé par un carton d'isolation. Et les bobines MT sont faites à partir du cuivre émaillé. À l'usine d'Okolassi, les promoteurs ont minutieusement pensé le processus de fabrication. Les étapes sont agencées de manière à garantir la qualité des transformateurs Made in Gabon. Après la phase de remplissage, nos transformateurs doivent encore passer une série de tests pour déterminer s'ils seront à même à supporter le réseau 20 000 ou 30 000 selon le réseau sur lequel ils seront installés. L'implantation de cette usine de transformateurs dans la sous-région comble un vide et apporte une réponse aux besoins des filiales des multinationales exerçant dans le secteur de l'énergie. C'est aussi un soulagement pour les États dans leur action au quotidien d'approvisionner en électricité les grands centres urbains. Alors, Monsieur Parfait Duffiban, nous ne sommes pas toujours ingénieurs en énergie. À quoi servent les transformateurs dans ce cas précis? Bon, écoutez, dans le cas précis des transformateurs, il faut déjà relever qu'un pays qui se veut industriel ne peut compter d'abord sur sa capacité énergétique. Le transformateur est l'outil le plus important lorsqu'on parle de l'électricité, le produit le plus complexe et le plus important. Et nous, aujourd'hui, nous fabriquons nos propres transformateurs. C'est un projet déjà qui date il y a quelques années. Nous avons dû puiser des moyens pour envoyer les agents en formation. Et je me permets, depuis un moment, de participer aux soutenances de nos jeunes compatriotes, telles que celle qui vient d'intervenir, qui a été embauchée en Afrique du Sud, fraîchement sortie de l'école. Mais nous avons quand même un souci avec des transformateurs, c'est que c'est un métier le plus souvent qui ne s'enseigne pas à l'école. Ça nous oblige à renvoyer des gens en formation d'après des partenariats que nous avons dû signer. Et donc aujourd'hui, c'est avec une grande fierté qu'on en parle. On a des transformateurs Made in Gabon. C'est des produits 100% faits chez nous. Ce n'est pas de l'assemblage, c'est de la fabrication du début à la fin. Vous êtes le premier producteur de transformateurs dans la sous-région? Effectivement, j'ai même envie de vous dire, en Afrique noire, aujourd'hui, le Gabon est le premier producteur de transformateurs en Afrique noire. Bon, cela c'est peut-être traduit par ma modeste personne, parce que je reste dans mon secteur, je ne dirais pas privilégié, mais pour lequel j'ai été formé. Donc nous fabriquons nos transformateurs déjà depuis 1 an et demi, localement, et jusque-là, zéro retour en usine, ce qui démontre la qualité de nos produits. Aujourd'hui, est-ce que ces transformateurs peuvent s'adapter aux besoins de la sous-région de chaque État, c'est-à-dire être vendus en Côte d'Ivoire, au Cameroun? Vous pensez que le Made in Gabon, transformateur Made in Gabon est exportable? Ben absolument. Écoutez, nos transformateurs vont déjà hors de nos frontières. Je venais de vous le dire, le Gabon a peut-être l'un des réseaux les plus complexes et compliqués, ce qui n'est certainement pas le cas ailleurs. Mais aujourd'hui, nos interventions vont au-delà de nos frontières. Nos transformateurs ont déjà traversé les frontières. Nous avons, en dehors de l'usine de fabrication de transformateurs, sachant qu'il n'y avait pas d'organisme spécialisé pour pouvoir contrôler et tester ces transformateurs, nous avons dû nous doter de notre propre laboratoire d'essai. Laboratoire qualité. Voilà, laboratoire qualité. Et dans ce laboratoire, si un transformateur arrive à parcourir l'entièreté de ces essais, vous pouvez être sûr que vous pouvez le poser sur n'importe quel réseau, il tiendra. Ok, Monsieur Biban, nous allons tout à l'heure parler des transformateurs, mais comment vous est venue l'idée? Oui, l'idée... C'était quand même assez audacieux dans un secteur où on ne produisait pas de transformateurs, de vous lancer. Effectivement, effectivement. Disons que je suis déjà professionnel du domaine. Et l'idée m'est arrivée, et je tiens à le dire une fois de plus, en suivant le premier discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, tout simplement parce que le président a parlé du Gabon industriel.
Et dans le discours du chef de l'État, nous avons retenu quand même des choses claires qui étaient à ce que les Gabonais arrivent à faire d'abord eux-mêmes avant que les autres, n'est-ce pas, ne viennent nous aider. Et moi, je l'ai traduit autant pour moi, simplement en me disant, bah, écoutez, moi je suis dans un secteur, qu'est-ce que je peux pouvoir faire pour que le Gabon arrive à être premier, pourquoi pas champion, c'est le terme que j'emploie souvent, arrive à être champion par rapport à d'autres pays. Et nous avons fait 2 études. L'étude qui a été retenue, c'est celle des transformateurs. Bon, à la fin, qui était très très difficile à financer, parce que c'est quand même plusieurs milliards. Nous allons examiner tout à l'heure les questions de financement. Et l'idée est arrivée, j'ai fait l'étude, parce qu'il faut reconnaître que je l'ai faite moi-même, cette étude de l'usine. Et cette usine, du simple fait qu'on n'a pas reçu beaucoup d'aide, nous avons construit nous-mêmes notre usine. Ça a été fait par nous-mêmes, mais par la suite, le matériel a suivi et tout le reste. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les gens se disent que l'argent vient avant. C'est d'abord une idée qui a été clairement mûrie et par la suite, on a matérialisé cette idée qui avait été clairement mûrie, justement parce que cela a été capté grâce au discours du chef de l'État. Alors le discours le chef de l'État lance le discours de l'industrialisation du Gabon, donc le Gabon industriel en 2009-2010. Oui. Alors vous avez tout de suite l'idée, quelles ont été les étapes pour aboutir à votre projet, à une usine, à une entreprise? Mais les étapes, c'est clair, il fallait commencer par une étude de faisabilité, il fallait trouver de l'espace et il fallait trouver un endroit qui pouvait aussi bien recevoir nos produits, mais auquel on pouvait former le personnel sans qu'il y ait trop de bruit autour. Et à ce sujet, nous nous sommes dit également, en dehors de ce projet, nous voulons effectivement développer d'autres projets dans des secteurs, ce qui a fait à ce que nous soyons aujourd'hui propriétaires de 40 hectares dans la zone d'Okolassi. Et cela, ça a été fait aussi bien pour l'usine, mais également pour d'autres projets à venir dans notre secteur d'activité. Alors, vous parlez d'études de faisabilité. Généralement, les hommes d'affaires qui s'installent au Gabon avancent l'argument de la faiblesse démographique pour ne pas entreprendre. Vous, quand vous êtes lancé, est-ce que vous avez dit il y a le potentiel, est-ce qu'il n'y avait pas ce risque derrière pour vous décourager? Comment vous lancez dans un pays de 1,8 million d'habitants, on dit souvent une petite économie? Oh, oui, c'est vrai, mais attention, notre usine, l'étude de faisabilité de notre usine a été faite dans le cadre sous-régional. Et donc, pour répondre déjà à votre préoccupation, nous n'avons pas, notre usine n'a pas été faite uniquement pour le Gabon. Nous savons qu'on ne peut pas investir, construire une usine de fabrication de transformateurs uniquement pour un pays. C'est un tout petit peu comme à l'époque, je ferai allusion à l'affaire Sogara. Vous savez qu'on avait la seule raffinerie. La société gabonaise des raffineries. Voilà, de raffinerie. On avait la seule raffinerie à l'époque, mais qui appartenait quand même un peu dans le cadre de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons fait nos études. Nous répondons plus efficacement aux problèmes de transformateurs. Ça, il faut vous le dire, que entre la commande d'un transformateur et l'arrivée au Gabon, il s'écoule à peu près 6 à 7 mois. Or, aujourd'hui, si vous nous commandez un transformateur, que ce soit le Cameroun, le Congo ou d'autres pays, nous avons la possibilité de réagir en une semaine, en 7 jours, pour que ce transformateur soit également disponible chez vous. Voilà. Alors, vous dites bien que vous visez la sous-région, c'est toute l'Afrique centrale, la CEMAC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez dans certains de ces pays? Vous êtes intervenu? Absolument, on travaille dans certains de ces pays et nous avons d'ailleurs demandé, nous avons écrit au ministre en charge de ce secteur, au niveau de la CEMAC, nous avons demandé à être labellisé CEMAC parce qu'on est quand même, nous sommes les premiers à produire à fabriquer un tel produit et nous avons voulu à ce que ce produit fasse rapidement le tour de la sous-région sans complication et nous souhaitons le labelliser effectivement CEMAC. Et quelle a été la réponse de la CEMAC justement? Nous sommes en attente et nous espérons que le ministre de l'économie est sur ce dossier et que ce sera quand même très bien qu'un produit 100% gabonais puisse désormais faire le tour de la sous-région. Alors vous avez eu l'idée, vous avez fait l'étude de faisabilité, ensuite il fallait
choisi peut-être le modèle de transformateur, je vais dire le modèle technique? Absolument, parce que chaque fabricant a son style. Hein. C'est un tout petit peu comme les voitures et tout le reste. Nous avons voulu avoir de propres modèles de transformateurs et nous ne travaillons pas sous licence, nous avons notre propre marque. Nous avons notre propre marque qui est la GE qui est la marque commerciale qui nous sert à l'export, mais ça veut tout simplement dire Gabonaise d'énergie, en d'autres termes. C'est notre propre label. Nous avons effectivement sollicité, après des études, nous avons commencé par le design de nos propres transformateurs. Nous avons achevé ces études, on a commencé à faire des essais de ce matériel. Effectivement, avant d'y en arriver, il fallait solliciter banques et toutes les institutions de la place pour que nous arrivions à faire un package un peu et réussir à mettre aux yeux de tout le monde que c'était faisable, parce qu'il faut avouer que les gens n'y croyaient pas beaucoup. Les gens n'y croyaient pas beaucoup parce qu'il y a énormément de difficultés. On peut dire que vous êtes pionnier en la matière. Mais parmi toutes les difficultés, quelles ont été les difficultés techniques? On va aborder les questions financières. Quelles ont été les difficultés techniques de conception au niveau des designs, au niveau du prototype même? Disons que la difficulté, c'est ce que je vous ai dit au départ. Parce qu'on n'enseigne pas la fabrication de transformateurs dans les écoles supérieures dans le monde. Personne ne l'enseigne. La fabrication de transformateurs est détenue par quelques familles dans le monde. Et ça, il fallait aller chercher la technique. Il fallait aller chercher la technique. Et j'ai dû signer des conventions avec certains partenaires avec qui je travaillais déjà dans le cadre du réseau électrique, qui ont bien voulu nous aider et nous donner un peu le secret de la fabrication. Mais ce produit n'est pas la fabrication d'un transformateur, n'est enseigné dans aucun établissement dans le monde. Aujourd'hui, la marque GE, des transformateurs GE, est-elle aujourd'hui reconnue par vos... Absolument. On va dire vos concurrents? Absolument, tout le monde paye nos transformateurs. La SOG, qui est la Société d'énergie et d'eau du Gabon, aujourd'hui paye nos transformateurs. Vous constaterez que depuis un peu plus d'un an, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a de moins en moins de problèmes de coupure. C'est parce que nous sommes devenus réactifs. Nous intervenons aussi bien sur site que lorsqu'on nous apporte un produit. Je fais allusion aux 2 blackouts où toute la ville, la capitale Libreville, était dans le noir l'année dernière. C'est nous qui avons intervenu. Ce type d'intervention coûte souvent quelques milliards à la Société d'énergie, mais localement, vous voyez, ça prouve à suffisance qu'on a désormais l'expertise, et cette expertise, nous pouvons l'apporter partout aujourd'hui. Donc vous voulez dire qu'avec votre apport, il y a un gain en termes de délai de temps, délai d'exécution? Absolument. Vous ne vous avez pas toujours cité quelques pays, la Centrafrique, le Congo, le Cameroun? Aujourd'hui, nous faisons des expertises un peu partout, en dehors, comme on l'a dit tout à l'heure, du client qui est la SOG. Nous travaillons avec des pétroliers, nous travaillons déjà avec le Cameroun, la Guinée équatoriale, les 2 Congos. Nous avons fait quelques interventions à Centrafrique, et donc on est en train de finaliser et de trouver des moyens d'avoir des représentations localement pour éviter toujours à chaque fois de faire le déportement en partant du Gabon pour y aller à chaque fois. Alors nous allons poursuivre ce débat, mais pour l'instant un temps de pause. Alors, nous sommes toujours avec M. Parfait Dufy-Bibang, PDG du groupe La Gabonaise d'énergie, président directeur général, et nous parlons de cette entreprise, cette jeune PME qui fait aujourd'hui dans la transformation, dans la fabrication, autant pour moi, des transformateurs. Il a fallu l'idée, la conception, mais le montage financier n'a pas été facile du tout.
Écoutez, vous savez... Vous l'avez souligné tout à l'heure. Moi, je suis dans le milieu des affaires, même si je ne parle pas toujours d'argent, mais je peux vous avouer que déjà, ceux qui sont dans le même secteur que nous n'y croyaient pas déjà du tout, et les banques, c'était encore moins. Hein. Personne ne croyait réellement à la mise en place de cette usine. Et aujourd'hui, après qu'on ait fait des efforts, j'ai envie de dire des efforts dans le cadre relationnel, mais également personnel, on a pu quand même trouver des moyens, peut-être pas 100% au début de notre exercice, mais également on a pu trouver des solutions. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'époque, les banques ne nous ont pas suivis. On a dû faire jouer d'autres relations pour réussir certainement à commencer à mettre quelque chose sur pied. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pourrais vous dire que les banques nous suivent, cette fois-ci parce que nous avons pris nous-mêmes 100% du risque. Et maintenant qu'on voit les produits sortir en ce moment-là, c'est clair, ça a changé. Alors, Monsieur Bibang, partagez votre expérience avec les Africains que vous regardez ce soir. Vous avez dit que ça n'a pas été facile. Les banques ne vous ont pas suivi tout de suite. Alors comment vous avez procédé? Comment vous avez fait pour lever des fonds, des partenariats? Quelle a été la démarche pour réunir le capital de départ? Alors, je peux vous dire que la première fois, effectivement, que j'ai eu un coup de main d'une banque, c'était très très loin de chez moi. C'était une banque effectivement française, HSBC, qui a cru à ce projet. C'était la première fois que je voyais une banque dire « ça a l'air intéressant ce que vous nous proposez ». Vous comprenez, lorsqu'on parle du Gabon, et puis j'étais parti en France pour d'autres choses, hein, et finalement quelqu'un m'a conseillé d'aller discuter un tout petit peu avec des banques qui se trouvaient en France, et puis je me suis dit tiens, je ne perdais rien à le faire. Je suis allé leur présenter le dossier, j'ai été assez ému des réponses des banquiers qui m'ont dit mais ce projet a l'air très très intéressant, écoutez, on ne pourra peut-être pas vous aider à 100%, mais on va vous aider. On est sorti hors de l'Afrique là pour aller chercher les aides ailleurs. Exactement. Justement, à ce niveau, est-ce que vous êtes dit pour un projet comme ça, un projet porteur, peu importe où je vais lever le fonds, mais pourvu que ça soit de l'argent propre, de l'argent qui m'aide à démarrer? Absolument. Vous savez, on ne peut pas se compromettre dans quelque chose qu'on veut à très très long terme. Mettre sur pied une usine, c'est qu'on veut que ça soit là 200 ans après nous. Et je ne pense pas qu'on puisse se compromettre lorsqu'on est dans ce type de projet. Et je puis dire aujourd'hui que c'est exactement ce qu'on a entrepris. Hein. On a eu droit à un coup de main d'une banque française et ça nous a énormément aidé. Et d'ailleurs, le premier coup de main, je le dirais, c'était le simple fait qu'un banquier ait pu dire ce projet a l'air très intéressant et qu'il est viable. Vous voyez, sans argent, à partir de cet instant, je me suis dit, mais tiens, j'ai un peu entendu les gens me traiter tous les noms chez moi, à chaque fois j'ai présenté ce projet, alors qu'ailleurs, et pire, chez les Blancs, il a l'air d'intéresser les gens. Vous comprenez qu'à partir de là, je me suis dit, tiens... ça a été une motivation supplémentaire. Supplémentaire, exact. Et vraiment, ça a été... beaucoup plus qu'une... La preuve, c'est que la banque nous a aidés, mais le simple fait que, hors de notre continent, d'autres personnes ont pu croire à ce qu'on fait, ça a été vraiment un véritable soulagement. Quand nos équipes se sont rendues à Okolassi et ont échangé avec le personnel, il semble que vous avez pris beaucoup de temps justement des allées et venues entre le Maroc, l'Europe. Il fallait combattre. Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour lever des fonds comme ça, des fonds importants pour développer un tel projet? Pour ceux qui vous écoutent et qui ont les mêmes difficultés peut-être aujourd'hui. Oui, mais je pense que déjà pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans des cas similaires, hein, leur dire déjà de ne pas désespérer et que si on ne croit pas en vous, certainement, il faudrait peut-être traverser les frontières comme nous on l'a fait, hein, pour que les choses se passent peut-être autrement. Mais je pense que ça nous a pris quand même 2 années
pour réussir entre les études, la mise en place de notre projet et la sortie du premier transformateur. Le tout nous a pris 2 ans. 2 ans. Et 2 ans, normalement, un projet comme celui-là prend 3 ans. Hein, pour la matérialisation, il prend 3 ans. Mais on a eu 2 ans et puis les choses ont commencé à aller de l'avant. Voilà. Vous l'avez dit, vous n'aimez pas parler d'argent, mais est-ce qu'on peut avoir une idée estimative, une idée vague du coût global du projet? Parce que au Colassi, ce n'est pas seulement l'usine, c'est aussi les habitations pour le personnel cadre. Tout cela, ça a été, on va dire combien, si ce n'est un secret? Non, bah, écoutez, on s'est endetté, hein. Je ne pense pas que ça puisse être un secret. Aujourd'hui, si nous demandons l'exclusivité dans ce que nous faisons, c'est parce que nous tenons effectivement à rembourser un certain nombre de dettes aussi. Il est important de comprendre que c'est un projet qui a coûté énormément de moyens. On a fait quand même 8 milliards d'investissements pour réussir à en arriver là. 8 milliards d'investissements. Ça n'a pas été facile. Mais le plus important, c'est le résultat final. 8 milliards d'investissements, est-ce qu'on peut avoir l'idée de montage? 8 milliards, tout l'ensemble a été constitué de l'endettement ou bien il y a eu un apport Non, je peux vous dire que 60% de ce montant a été apporté, effectivement amené par la banque, mais le reste par des relations et par des apports personnels que j'ai pu, parce que je crois, j'ai cru à 100% à ce projet que j'ai réfléchi du début à la fin. Et comme je vous l'ai dit, hein, lorsqu'on est dans le milieu des affaires, il y a des choses qu'on arrive à sentir comme ça, hein, auxquelles on ne compte pas sur les détails et on investit les yeux fermés. Le flair d'un investisseur. Alors, parlons un peu de transformateurs aujourd'hui, surtout de l'usine de Colassi. Quelle est la capacité de production des transformateurs aujourd'hui par année? Par an, nous avons une capacité de 365 transformateurs par an aujourd'hui. Les 365 transformateurs sont en production normale sur un principe de 8 heures de boulot par jour. Mais nous pouvons passer facilement à un rythme du 3 x 8, ça veut dire que ce chiffre-là, il suffit de le multiplier par 3 lorsque nous avons des fortes demandes, sachant que la totalité du matériel que nous avons à l'usine a été fabriqué pour tourner 24 heures sur 24. Alors parlons un peu des composantes aujourd'hui. Produits des transformateurs, on a vu, il y a le bois du Gabon, mais il y a autre que le bois. Tenez-vous les consommations intermédiaires, on va dire, pour la matière première, nous faisons venir de l'extérieur. Et là, par contre, je tiens quand même à remercier le gouvernement gabonais parce que nous avons, au lancement de l'usine, nous avons été aidés par le gouvernement qui nous a exonérés de taxes et de douanes. Parce que, après avoir expliqué plusieurs fois l'importance que l'État participe à ce qu'on faisait, ils l'ont vécu eux-mêmes sur le terrain, par le canal certainement aussi bien de notre ministre de tutelle, le ministre de l'Énergie, mais également par le ministre de l'Économie, qui ont suivi de long en large l'aboutissement effectivement de ce projet. Et je tiens une fois de plus à leur dire merci parce que c'est grâce à eux qu'on a quand même obtenu cette exonération qui nous a été donnée. Alors quand vous parlez des mesures incitatives ou des mesures d'incitation, elles ont été des mesures fiscales. Comment se sont-elles matérialisées, cet accompagnement? Comment s'est matérialisé, autant pour moi, l'accompagnement du gouvernement? Exonération sur les produits importés? Sur les produits importés. Oui. Sur les produits importés, il faut dire qu'aujourd'hui, nous faisons venir 80% de nos produits de la Turquie. Et la Turquie, ce n'est pas la porte à côté. Et le simple fait d'être exonéré, je pense, de taxes de douane, lorsque vous amenez des conteneurs et tout le reste, c'est un soulagement très très important. Maintenant, nous disons que pour le reste, aussi bien pour la formation pour laquelle on tient aussi fort dans notre pays et pour qu'on continue à faire ce qu'on a commencé, il faudrait certainement qu'on arrive
à faire beaucoup plus que cette exonération. Pourquoi pas... Qu'est-ce que vous réclamez précisément en termes d'accompagnement supplémentaire? Réclamer peut-être pas, mais... Qu'est-ce que vous souhaitez? Nous souhaitons, voilà, nous souhaitons... maintenant que nous avons une parfaite maîtrise de notre technologie, nous estimons que l'État peut nous accompagner un peu plus en demandant à la SOG de ne pas continuer à faire venir 80% de leurs transformateurs de l'extérieur, en demandant à toutes les personnes qui utilisent des transformateurs de se référer directement aux produits fabriqués désormais au Gabon. Ça existe, ce n'est plus un projet. Ces produits-là sont utilisés depuis plus d'1 an et demi, déjà dans notre pays et hors de nos frontières. Personne ne s'est plaint jusqu'aujourd'hui. Est-ce que le fait que la plupart des sociétés continuent d'importer des transformateurs alors que vous les fabriquez ne signifie pas que la GE, la marque GE, est peut-être un peu plus coûteuse que les autres? Coûteuse, peut-être pas. Je peux vous faire des simulations. Hein. Je pense plutôt que c'est un problème d'habitude. Les gens, de par certaines habitudes, préfèrent ne pas les changer. Mais je peux vous dire que c'est vrai, nos transformateurs, nous ne travaillons qu'avec le cuivre. Nous ne fabriquons pas encore des transformateurs en aluminium. C'est simple, nous fabriquons des transformateurs en cuivre à cause de l'état le plus souvent de nos routes. Vous imaginez, le plus souvent, entre la soudure en aluminium et la soudure en cuivre, vous comprenez que la soudure en aluminium ne tient pas. Même un bébé né aujourd'hui peut défaire une soudure en aluminium. Et nous connaissons nos pays, nous connaissons l'état de nos routes. Et nous avons préféré, pour la première fois qu'on fabrique dans la sous-région un transformateur, nous préférons travailler avec la matière, même si elle coûte un peu plus cher, mais ça fait de la qualité de produit. Et la durabilité du produit? Ben, rassurez-vous, nos transformateurs ont une plus grande durée de vie, certainement que celle qu'on a trouvée là. Hein. Nos transformateurs tiendront bien les 25-30 ans, comme les autres sur le terrain, pourquoi pas plus. Déjà, comme je vous l'ai dit, les premiers sortis depuis plus d'1 an et demi, aucun n'est revenu à l'usine pour un problème d'ordre technique. Alors, pour fabriquer ou pour lancer une entreprise, votre potentiel intrinsèque a dû peser lourd pour convaincre un certain nombre de partenaires. Déjà, votre background, vous êtes ingénieur, mais aussi votre profil. À ce niveau, nous souhaitons que vous partagez avec le public qui vous êtes, comment faire, quel caractère doit avoir aujourd'hui un chef d'entreprise pour entreprendre. Et pour ce faire, nous allons répartir dans vos installations, notamment à la direction générale, essayer de décrypter qui est M. Parfait Dufy-Biban. Dans les locaux de la Gabonaise d'énergie, l'une des entreprises de son groupe, le président-directeur général, Parfait Dufy-Biban, dirige avec le même entrain qui le caractérise son entreprise. Ce qui marque le visiteur qui franchit le seuil d'entrée, c'est le nombre de récompenses et le trophée obtenu. Trophée qui témoigne de l'innovation, de la quête permanente de la qualité dans la gestion, mais aussi des processus de production traduits en directives et prescriptions nécessaires à l'atteinte de ces résultats. Une attitude, un tempérament et une combativité qui forcent l'admiration de ses interlocuteurs et des hommes d'affaires aguerris. Non mais bravo, on a un chef d'entreprise qui a réussi, qui a démarré, d'ailleurs ça c'est un exemple formidable pour une chambre de commerce. Il n'a pas démarré avec 1000 compagnons, il est démarré... En France, on vient avec son truc et son couteau. Vous me permettrez de ne pas développer le truc. Et puis, ils étaient 1, 2, 3, 4. Et puis, la force du travail, la force de la volonté, vraisemblablement pas complètement idiot au départ, puisque ingénieur. Bon, tout ça, ça facilite des choses. Mais ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à promouvoir. Donc, les entrepreneurs, alors il y en a qui sont fils d'entrepreneurs, mais ce n'est pas la règle du genre. La règle du genre, c'est un type un jour qui dit, bon ben moi, je veux être patron aussi. Alors, dire je veux être patron, c'est pas suffisant. L'idéal étant quand même d'être un peu préparé. C'est ce dont nous venons de parler et de faire en sorte qu'au Gabon, eh bien, les entreprises, il y a des entreprises nouvelles qui se créent tous les jours. La richesse d'un pays passe par les entreprises. Aujourd'hui, la communauté des affaires et les organismes internationaux d'évaluation de l'innovation technologique reconnaissent le travail accompli par ce jeune Africain, celui de bâtir une entreprise dans le secteur très concurrentiel de l'énergie. Une société qui témoigne que l'Afrique regorge des talents
qui peuvent aider le continent à relever le défi du développement, du leadership industriel et économique. Alors, Monsieur Parfait Dufy-Biban, on l'a entendu tout à l'heure, le vice-président de la Chambre de commerce de Paris qui disait qu'il ne faut pas être forcément fils d'entrepreneur pour démarrer dans les affaires. Vous, êtes-vous fils d'entrepreneur? Non, très très loin de là. Très loin de là, je ne suis pas fils d'entrepreneur, mais j'avoue que j'ai fait peut-être beaucoup de choses vite et tôt, comme on le dira en Afrique. Non, moi j'ai eu l'envie d'être électricien depuis la classe de C1. Donc je n'ai pas eu à chercher mon parcours, je savais déjà ce que je voulais faire. Et ça a été plus facile pour moi. Lorsque je sors de l'école à 23 ans, je n'ai pas changé, je voulais être électricien et c'est ce que j'arrive, c'est grâce à cela que j'arrive à nourrir encore ma famille jusqu'aujourd'hui. Et l'idée de devenir chef d'entreprise? L'idée de devenir chef d'entreprise, c'est plutôt à l'école un peu plus tard. J'avoue que voir un peu l'Afrique comme elle a souvent été traitée, alors que lorsque nous regardons dans le cadre du football, pour prendre quelques exemples, on voit bien que des très grands joueurs, il y en a dans le sport en général, il y en a des très bons athlètes qu'on trouve en Afrique, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on en a même mieux, on a Obama, président des États-Unis. Mais en Afrique, c'était difficile, en dehors de quelques noms, en Afrique du Sud et au Nigeria. Pourquoi est-ce que l'Afrique centrale ne pouvait pas, elle aussi, sortir un peu de ce milieu pour prouver que nous aussi on est capable, même si on n'est pas aussi nombreux que les autres. Et je me suis dit qu'il fallait que j'excède dans ce que je sais faire le mieux. Et même en venant dans une entreprise, avant de débuter ce que je fais aujourd'hui, je savais déjà d'avance que je voulais être à mon compte et pouvoir moi aussi donner du travail aux gens. Selon vous, quelle doit être la qualité première d'un chef d'entreprise en Afrique? Parce que les contextes ne sont pas les mêmes que l'on soit en Europe ou en Asie. Aujourd'hui en Afrique, avec les difficultés de lever des fonds, le poids de la famille, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? En termes de qualité, avant peut-être de répondre à cette question, je dirais qu'on a l'habitude de faire l'inverse en Afrique. Les gens, tout le monde estime que pour réussir à entreprendre, il faut avoir de l'argent. Moi, j'ai envie de vous dire que pour réussir à le faire, je n'ai rien eu du tout. Lorsque je pars de la première boîte qui m'a employé, je recommence moi-même à grimper les poteaux parce que je n'avais pas assez de moyens. Et je me suis dit, les gens m'ont vu travailler lorsque j'étais ailleurs, ils continueront à me faire confiance. Et rassurez-vous, la première affaire que j'ai eue, c'était 80 000 francs. J'ai épargné 40 000 parce qu'il me fallait refaire ma caisse à outils pour être plus performant. Je prenais un jeune qui est encore vivant aujourd'hui pour me servir de temporaire. Donc, je savais que les banques ne pouvaient pas me trouver de l'argent. Et j'ai commencé à cotiser et j'ai pris à l'époque ma première voiture, était une Suzuki qui n'était pas tôlée. Vous comprenez, lorsque la pluie s'annonçait le plus souvent, bon, c'était très dur pour moi. Mais je croyais à ce que je faisais. C'est ça le plus important. Je ne pense pas que l'argent, qu'on puisse mettre de l'argent devant, et c'est à cause de cela qu'on a du mal souvent à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Il faut très très bien mûrir son idée. Et après, si l'argent vient, ou si vous-même vous pouvez démarrer et voir comment faire pour obtenir de l'argent, commencez, et puis les gens certainement verront que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, et ils vont certainement mettre des moyens pour ça. Au-delà de la vision, donc l'idée de la capacité à épargner, y a-t-il d'autres qualités qu'il faut développer? Absolument. Vous savez, moi depuis que je suis chef d'entreprise, je n'ai jamais parlé un seul instant de mon entreprise. Parce que j'estime que j'ai eu l'idée, si c'était mon entreprise, là-dedans se trouverait certainement ma femme, mes enfants et puis l'entièreté de ma famille. Mais c'est une entreprise aujourd'hui, j'ai eu l'idée, mais auquel il faut se dire que cette entreprise est d'utilité publique. Par conséquent, je n'ai pas à gérer comme si c'était un bien personnel forcément. Et pour cela, c'est vrai, il faut beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Une entreprise que vous avez créée,
et laisser votre directeur financier gérer le chéquier de cette entreprise, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, j'ai eu l'idée de vouloir laisser l'héritage dans mon pays, à mes enfants, et pour cela, j'estime que je n'ai pas eu une formation de financier au départ. Donc, je ne peux pas faire un travail de financier. Par conséquent, j'embauche des gens spécialisés dans les différents domaines qui entourent ce que je fais pour pouvoir rendre plus crédible ce que je fais. Je suis ingénieur en électricité, j'embauche des financiers et tout le monde pour que tous ensemble, à partir de là, il ne s'agit plus de mon entreprise. C'est une question de responsabilité sociétale des entreprises aussi. C'est clair. Alors, au-delà de ça, les partenariats, la relation, le relationnel a été important pour convaincre les premiers bailleurs de fonds. Est-ce que vous pouvez, dans le cadre de la Gabonaise d'énergie, nous parler un peu du rôle qu'a joué le partenariat dans le développement de ce projet? Oui, merci de le rappeler. Il faut avouer que dans ma casquette de formateur dans mon secteur d'activité, j'ai quand même un carnet d'adresses assez important et ça a fait à ce que j'arrive à avoir facilement des partenaires avec lesquels je travaillais déjà dans d'autres domaines et qui aujourd'hui nous ont facilité un peu l'accès aussi bien dans la formation. Et j'avoue que dans la plupart de nos partenariats, je suis devenu très exigeant depuis 6 ans sur le transfert de technologie. Et aujourd'hui, j'ai signé de l'accompagnement au niveau de l'usine avec certains partenaires qui viennent pour former, pour parfaire, pas pour reprendre la formation, mais plutôt pour parfaire la formation des jeunes Gabonais que vous avez vus aujourd'hui à l'usine, qui ont déjà été formés. Donc ils viennent pendant quelques temps, ils montrent un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas déjà, ils repartent. Donc c'est les Gabonais qui fabriquent ces transformateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas d'autres expatriés, ce n'est pas des expatriés. Donc l'obligation de transfert de technologie, ça je mets dans la plupart de nos partenariats. Nous sommes accompagnés dans le cadre des transformateurs de puissance, parce que nous fabriquons, il faut le dire, les transformateurs de 50 kVA à 36 MVA. Donc du plus petit au plus grand, on peut l'appeler comme ça. Et dans le cadre de ceux qui nous dépassent, nous travaillons avec l'entreprise JST, qui est une entreprise qui fabrique les transformateurs depuis 150 ans. Depuis 150 ans. JST, qui est quand même l'une des entreprises françaises les plus cotées aujourd'hui. Ils sont spécialisés sur des transformateurs de puissance. Nous avons également un autre partenaire, mais nous en avons 2 partenaires qui nous sortent de la France. Nous avons également Conti Transo, qui également a une trentaine d'années d'existence. Donc c'est les 2 entreprises dans le cadre technique qui nous emploient, qui nous aident et qui nous ont toujours accompagnés pour la qualité de nos prestations aujourd'hui dans le cadre de la fabrication. Donc vous estimez que pour des secteurs aussi pointus en matière de technologie, le choix des partenaires est déterminant? Déterminant. Vous voyez, je vous dis, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis représentant dans la sous-région de JST et j'ai profité justement de cette carte pour, n'est-ce pas, signer un autre partenariat de transfert de technologie. Mais c'est quand même une boîte qui a 150 ans. Comprenez que j'aurais pu aller prendre quelqu'un d'autre qui a beaucoup de moyens, qui a démarré depuis 10 ans. Mais le transformateur, c'est un tout petit peu comme des médecins. Plus ça vieillit, plus c'est très bon. Et nous avons voulu prendre le summum parce que c'est un peu ce que notre pays nous demande aujourd'hui. Lorsqu'on ramène quelque chose, il faut que ça soit quelque chose de bien. Et nous avons pris des partenaires de qualité dans le monde entier. JST, c'est quand même, j'ai envie de vous dire, la Rolls-Royce de transformateurs de puissance. Alors, abordons l'avant-dernier point, celui de la promotion à l'international. Vous avez dit au début de cette émission que vous visez la sous-région, c'est votre marché. Comment se fait aujourd'hui la promotion? Quelle approche avez-vous pour aborder les autres marchés? Quand j'entends par autres marchés, les autres pays de la sous-région, autres que le Gabon. Nous avons commencé déjà à le faire, je vous l'ai dit au début de l'émission. Nous voulons tout simplement aujourd'hui, à cause de la forte demande, nous voulons plutôt nous installer dans la plupart de ces pays. Nous voulons avoir des représentations pour nous permettre d'être là au quotidien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que
Nous l'avons déjà fait dans 2 pays. Nous voulons atteindre très rapidement avant la fin de l'année. Nous estimons qu'on sera déjà représenté dans toute la sous-région, jusque de l'Afrique centrale. Donc, en termes de stratégie d'internationalisation, la Gabonaise d'énergie a opté pour l'implantation des filiales. Absolument, absolument à l'international. Et ce sera entièrement opérationnel. Pour l'instant, toutes nos prestations partent du Gabon pour aller vers ces pays, mais nous voulons rendre plus fluide cela en nous implantant localement pour éviter qu'on soit obligé, parce qu'il y a des pays où on sent qu'il y a une plus forte demande que le Gabon, et à partir de là, vous comprenez qu'on ne peut qu'investir dans des endroits pareils. Au niveau de la promotion de la marque, vous participez à des salons, à des réunions de haut niveau. Comment ça se passe? Comment vous glissez la carte de visite de la marque GIE Transformateur? Écoutez, je pense que ça se passe très bien. Je prends le cadre depuis les 4 derniers mois, nous avons eu 3 récompenses à l'extérieur. Et à partir de là, ça veut dire que nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. 3 récompenses à l'extérieur, une récompense au Maroc sur l'innovation technologie et qui a été donnée par la banque Attijari. 2 récompenses à Francfort sur l'innovation technologique également, et dans le cadre de la qualité de nos prestations. Et tout ça s'est fait quand même en 4 mois pour une entreprise qui a 1 an et demi, 3 récompenses à l'extérieur. Moi-même, j'en ai 32 à l'international, ce n'est pas peu non plus. 32 en tant que promoteur. Absolument. Alors, parlons-nous un peu de la qualité, justement, et ça va être le dernier point avant que vous ne signiez notre livre d'or. Parlez-nous un peu de la qualité. La récompense justifie que cette transformateur Made in Gabon sont reconnus au niveau de la communauté. Est-ce que, bon, c'est vrai, il faut aborder la sous-région, mais comment se fait vos contacts? Quels sont les critères pour convaincre les organismes internationaux? Quelle est l'approche? Il faut déjà avouer que la Gabonaise d'énergie est membre à part entière du CIRMELEC. Le CIRMELEC qui est la structure européenne de fabricants de transformateurs et de moteurs. On est la première entreprise africaine à appartenir à ce type de structure en Europe. Donc la Gabonaise d'énergie est membre à part entière du CIRMELEC. Depuis quelque temps, je suis moi-même effectivement membre du conseil d'administration de ce CIRMELEC. Donc c'est tous les fabricants au niveau de l'Europe de transformateurs et de moteurs. C'est vrai, j'y siège et je suis le seul noir, ça fait ce noir. Vous comprenez que c'est grâce à la qualité de ce qu'on arrive à faire en très peu de temps qu'on est membre de ce type de structure qui, après nous avoir audité, justement, nous a reçus en tant que membre à part entière du CIRMELEC de France. Vous pensez aujourd'hui qu'à l'appartenance à des réseaux tels que ces groupes associatifs sont importants pour se faire un nom dans des secteurs aussi, on va dire, pointus? Rassurez-vous, le milieu des affaires, ce n'est rien d'autre que les réseaux. Ça fonctionne comme ça. Si vous n'êtes pas dans ces réseaux-là, vous n'êtes pas dans ces créneaux, même si vous arrivez à faire des miracles dans votre domaine, moi j'ai quand même, aujourd'hui je vais compter bientôt 16 à 17 ans, donc ça fait à ça que j'arrive à être accepté dans tous ces milieux. La preuve, c'est que si je suis membre du CIRMELEC, c'est parce que je fais dans la qualité, j'ai dû respecter les critères dont on m'a donné depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'on attend de moi et j'arrive aujourd'hui à aller dans le domaine industriel. J'ai commencé par autre chose. Aujourd'hui, je suis à la fin en allant dans le domaine industriel. Ok, Monsieur Bibang, nous avons une tradition. Souvent, nos invités signent le livre d'or de Canal 7. Alors, vous allez écrire quelques mots et après nous lire ce que vous avez. D'accord. Bah, écoutez, ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit, mais bon.
Alors, qu'est-ce qu'écrit M. Parfait Diffie-Bibang? Écoutez, nous souhaitons une très longue vie à Canal 7 de la part de la GE, la Gabonaise d'énergie, parce que pour nous, on n'a pas souvent été invité à ce genre d'émission où on fait réellement la promotion des investisseurs gabonais, des hommes d'affaires que nous sommes. Vous voyez, c'est des choses qui nous manquent et aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, en une seule ligne, ça suffira certainement pour justifier la fierté qu'on éprouve à être invité pour venir parler librement de ce que nous faisons dans votre chaîne de télé. Les portes de Canal 7 vous sont offertes comme les portes de Canal 7 sont ouvertes à tous les Africains qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Canal 7, c'est une chaîne panafricaine et nous avons vocation à montrer autrement l'Afrique, cette Afrique qui gagne. Chers téléspectateurs, vous étiez avec nous dans le cadre du 6e numéro de cette économie et nous recevons M. Parfait Diffie-Bibang, chef d'entreprise qui aujourd'hui innove avec la fabrication des transformateurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.